Le mois dernier dans l'intelligence artificielle a été incroyable. La puce quantique de Google a révélé un nouvel état de la matière, suscitant des rumeurs de mondes parallèles parmi les scientifiques. En parallèle, Unitri a lancé un robot humanoïde avec un mode anti-gravité défiant la physique. En Chine, des usines fabriquent des machines rappelant de vrais Terminator, tandis qu'Apple a surpris l'industrie avec une intelligence artificielle 85 fois plus rapide que tout ce qu'il avait représenté auparavant. ChatGPT atteint un nouveau sommet avec sa mise à niveau la plus puissante. Microsoft a lancé une intelligence artificielle annoncée 100 fois plus intelligente que DeepSeek, tandis que la Chine a présenté un modèle à 1 billion de paramètres battant tous les records. Au moment où vous pensiez que ça ne pouvait pas être plus fou, Google a transformé Chrome en navigateur entièrement propulsé par l'intelligence artificielle. C'est le mois où tout a changé et nous allons tout revivre ensemble. Abordons la puce quantique de Google, car c'est vraiment l'un de ces récits où la physique semble se plier sous nos yeux. Des scientifiques, utilisant le processeur quantique Willow de Google, avec des équipes de Princeton et de l'Université technique de Munich, ont réalisé ce qui n'existait jusqu'ici que sur le papier. Ils ont réussi à créer ce qu'on appelle un état d'ordre topologique de Floquet. Si ce nom ne vous parle pas, voici pourquoi. Dans la vie courante, quand on parle de la matière, on pense à des phases familières comme la glace solide, l'eau liquide ou la vapeur. Ce sont des états d'équilibre, stables et prévisibles, décrits par la thermodynamique classique. Mais la mécanique quantique reste complexe. Elle permet des phases de matière qui existent seulement quand le système est sans cesse sollicité et hors équilibre. C'est ce qu'est l'état de Floquet, un tout nouvel état de la matière qui apparaît sous des changements rythmiques et répétés que la physique classique ne peut tout simplement pas décrire. Pour réellement observer cet état, les chercheurs ont dû faire preuve de créativité. Ils ont créé un algorithme interférométrique, une méthode pour visualiser les motifs d'interférence en physique quantique. Et grâce à cela, ils ont pu suivre la transmutation de particules exotiques, des particules qui, jusqu'à présent, n'avaient été prédites que sur le papier. Ce n'est plus seulement une expérience intéressante, les processeurs quantiques deviennent des laboratoires pour étudier la matière inaccessible aux méthodes traditionnelles. En somme, les puces quantiques, comme Willow, ne visent pas uniquement la rapidité de calcul. Elles ouvrent des portes vers une physique encore inexplorée. Et Willow elle-même a déjà fait ses preuves en bouleversant les choses. En 2023, cette puce a effectué en moins de 5 minutes un calcul qui aurait pris des milliards d'années aux superordinateurs les plus rapides. À ce moment, les gens ont reparlé de l'interprétation des mondes multiples de Hugh Everett, selon laquelle notre univers n'est qu'un parmi d'innombrables autres. La mécanique quantique est déjà au cœur de ce débat, et des découvertes comme cet état de Floquet alimentent encore plus la conversation. Ce n'est pas une preuve du multivers, mais cela garde assurément cette porte grande ouverte. Cela est d'autant plus important en raison des applications potentielles. En prouvant que des processeurs comme Willow peuvent simuler ces états instables de la matière, les scientifiques disent en gros que nous pouvons désormais explorer la physique de l'impossible, ce qui pourrait déboucher sur de nouvelles technologies quantiques, la science des matériaux, et peut-être même des avancées qui influenceront les systèmes énergétiques ou de communication dans les décennies à venir. Nous sommes à l'aube d'une toute nouvelle ère de la simulation quantique. Passons maintenant à l'Albanie, car ce qui suit est incroyable, mais d'une manière totalement différente. Le pays a nommé un nouveau ministre, un chatbot d'intelligence artificielle appelé Diela, et non un humain. Ce bot a officiellement pour mission de gérer les marchés publics afin d'éradiquer la corruption. Et si vous connaissez un peu l'histoire récente de l'Albanie, la corruption a été un énorme obstacle. C'est pourquoi le pays peine toujours à intégrer l'Union européenne depuis 2009. Voici ce qui s'est passé. Diela a été lancée en janvier comme une assistante aidant les citoyens à utiliser le portail de l'administration électronique albanaise, les guidant à travers formulaires et démarches administratives. Rien de très original, mais cet été, le Premier ministre Hadi Rama a évoqué un ministre numérique doté d'intelligence artificielle. Et la plupart des gens pensaient que ce n'était que des spéculations. Quelques mois plus tard, Diela est directement promue au niveau du cabinet ministériel. Rama l'a présentée comme la première membre du cabinet créée virtuellement par l'intelligence artificielle et non physiquement présente. C'est essentiel symboliquement et pratiquement. Son travail consiste désormais à évaluer chaque proposition des entreprises privées lors des appels d'offres publics. Et il ne s'agit pas seulement d'efficacité, elle a été programmée pour signaler toute chose suspecte. Des signes de blanchiment d'argent, de trafic de drogue ou d'affaires louches pouvant être liées au crime organisé. Si elle détecte des problèmes, elle peut bloquer les propositions.
Et Rama a même dit que Diela pourrait recruter des talents du monde entier. Cette partie reste encore floue, mais cela suggère une sorte de portée mondiale dans la gestion des appels d'offres. Elle repose sur les grands modèles linguistiques d'OpenAI, accessibles via le cloud Azure de Microsoft. Donc en coulisses, ce n'est pas un système mystérieux. C'est la même technologie de base que l'on voit partout ailleurs, simplement enveloppée dans une couche spécifique au gouvernement. Ce qui est assez frappant, c'est la façon dont l'Albanie l'utilise directement dans la gouvernance avec l'objectif explicite d'éliminer la corruption. Rama affirme que cela rendra les appels d'offres 100% incorruptibles et tous les fonds publics 100% lisibles. C'est audacieux et savoir si cela tiendra face à la pression du monde réel sera le véritable test, mais symboliquement, c'est énorme. Un petit pays européen déclare « Nous arrêtons d'attendre que les humains règlent la corruption. Voyons si l'intelligence artificielle peut le faire. » Visuellement, Diela a aussi eu un avatar. Elle apparaît en ligne comme une jeune femme en tenue traditionnelle albanaise. Donc même si elle est une intelligence artificielle, elle est enveloppée de symbolisme national. Et elle continue d'assurer une double fonction. Elle est à la fois ministre et assistante, aidant les citoyens avec e-Albania. Pas de congé maladie, pas de pot de vin, pas de vacances. Si cela fonctionne à long terme ou si cela crée simplement un nouveau lot de problèmes, nous verrons bien. Pour l'instant, l'Albanie a peut-être créé un précédent. Partons en Chine où des chercheurs avancent une affirmation audacieuse. Ils ont annoncé Spiking Brain 1.0, un modèle linguistique présenté comme la première intelligence artificielle semblable au cerveau, censé être jusqu'à 100 fois plus rapide que ChatGPT ou Copilot. Et si c'est vrai, cela pourrait complètement changer la donne. Alors qu'est-ce qui rend Spiking Brain différent ? Pour comprendre cela, il faut regarder comment fonctionnent les modèles linguistiques actuels. Les modèles comme GPT traitent vraiment des phrases entières en une seule fois. Ils utilisent ce qu'on appelle le mécanisme d'attention, qui établit des relations entre chaque mot de l'entrée. Si vous voyez, le joueur de baseball a frappé avec la batte, le modèle analyse les mots ensemble pour comprendre que batte désigne l'équipement, pas l'animal. Cela fonctionne très bien, mais c'est extrêmement gourmand en ressources. Chaque mot est comparé aux autres, d'où le besoin d'une grande puissance GPU pour faire fonctionner ces modèles. Spiking Brain affirme abandonner cette approche. Au lieu d'analyser tout en même temps, il fonctionne davantage comme un cerveau. Il active seulement l'essentiel, se focalisant sur les mots proches et le contexte comme un humain. Imaginez des neurones s'activant sélectivement, plutôt que tout le cerveau fonctionne en continu à plein régime. Le résultat, selon les chercheurs, c'est une performance entre 25 et 100 fois supérieure à celle des modèles de langage de grande taille actuels. Ce n'est pas seulement une question de vitesse, cela signifie aussi une meilleure efficacité. Le modèle offrirait des performances grand public avec moins de 2% des données d'entraînement requises par les modèles open source. Et voici un autre aspect, il ne dépend pas des GPU NVIDIA, il fonctionne plutôt sur du matériel local produit par l'entreprise chinoise MetaX. C'est une décision stratégique majeure pour la Chine, car elle réduit sa dépendance aux puces américaines, fortement restreintes par les contrôles à l'exportation. Si cela se confirme, c'est une avancée technique et géopolitique, offrant potentiellement à la Chine plus d'indépendance dans la course à l'intelligence artificielle. Pour l'instant, ce ne sont encore que des affirmations. Il faudra attendre des validations par des pairs, de vrais benchmarks et des tests comparatifs avant que quelqu'un puisse déclarer que Spiking Brain 1.0 est une révolution. Si c'est même à moitié aussi bon que prévu, cela pourrait tout changer. Moins d'énergie, moins de dépendance matérielle et des réponses plus rapides. Vu l'énergie consommée par les modèles de langage, même de petits gains d'efficacité seraient pas majeurs. Appliqué au centre de données, cela permet d'économiser, de réduire la chaleur, la demande énergétique et l'impact environnemental. Si cette approche inspirée du cerveau fonctionne, elle pourrait constituer la prochaine évolution des modèles de langage. Puisqu'on évoque la supervision et les prochaines étapes, le gouvernement américain vient de prendre une mesure importante. OpenAI et Anthropic ont accepté de soumettre leurs nouveaux modèles à l'évaluation de l'Institut américain pour la sécurité de l'intelligence artificielle avant de les rendre publics. Google est en discussion pour faire de même. C'est un accord inédit permettant à l'Institut d'accéder aux modèles avant leur sortie, d'évaluer leur sécurité et de garder l'accès pour des tests continus. L'Institut lui-même a été créé en 2023 par un décret de l'administration Biden. Son rôle est de tester, évaluer et établir des lignes directrices pour garantir que le développement de l'intelligence artificielle n'ait pas de conséquences imprévues. Et ils ne le font pas seuls.
L'Institut des États-Unis collabore avec l'Institut britannique pour établir une norme internationale de test de sécurité des modèles. L'accord n'était pas seulement symbolique. L'Institut accédera aux nouveaux modèles pour tester les biais, résultats nuisibles et comportements inattendus. La Californie a aussi adopté le projet de loi du Sénat 10147 imposant aux modèles d'intelligence artificielle coûteux ou à grande échelle des contrôles de sécurité et un interrupteur d'arrêt intégré avec poursuite judiciaire en cas de non-respect. Les mesures fédérales et étatiques montrent que la supervision n'est plus optionnelle. Des entreprises comme OpenAI, Anthropic et Google doivent prouver leur conformité alors que l'intelligence artificielle influence déjà les élections, la santé, la finance et d'autres secteurs. Le Gion de Unitree repousse désormais les coûts grâce à son mode antigravité. La tête humanoïde de Headform paraît étrangement réelle. Le N1 de Fourier exécute des mouvements de kung-fu, tandis que Clone Robotics dévoile un robot cadavérique doté de muscles synthétiques. Tout cela se passe pendant que la Chine fait fonctionner discrètement plus de 2 millions de robots dotés d'intelligence artificielle dans ses usines, assemblant des camions en quelques minutes et coordonnant leur travail en essaim. C'est à la fois excitant et terrifiant, alors parlons-en. Commençons par ce que Unitree vient de réaliser, car c'est à la fois hilarant à regarder et vraiment important. Au lieu de faire la démonstration habituelle et soignée en laboratoire, où un robot fait quelques pas prudents sous les applaudissements, les ingénieurs de Unitree ont carrément décidé de malmener leur humanoïde Jehan. Et le plus fou, c'est qu'il a survécu encore et encore. Le secret, c'est ce qu'ils appellent le mode antigravité. Ce n'est pas une vraie antigravité, mais un système de contrôle basé sur l'équilibre et la récupération. Les anciens humanoïdes tombent au moindre choc, puis redémarrent, maladroitement, comme des jouets. Avec Jehan, il anticipe immédiatement comment atterrir, se protéger ou s'écarter dès qu'il reçoit un coup de pied ou une poussée. Et c'est parce que le robot est équipé de caméras de profondeur et de télédétection par laser 3D, ces capteurs lui offrent une carte en temps réel de son environnement, détectant sa position, les mouvements, les forces imminentes, puis chaque articulation à moteur réagit comme des muscles qui se contractent. En synchronisation, l'un des moments forts est lorsqu'on lui donne un vrai coup de pied latéral. Au lieu de tomber, le Jehan écarte les jambes, se penche vers le cou et reprend le contrôle. Cela évoque moins une machine défaillante qu'un athlète prêt à l'impact. Plus tôt dans la vidéo, il encaisse un choc, plie instantanément les genoux pour absorber l'impact, puis se redresse d'un seul mouvement fluide, soulevant ses 35 kilos sans effort grâce à son couple. Ensuite, il le pousse quand plus fort, lui donne quand des coups de pied le faisant glisser ou des doubles poussées, l'obligeant à s'ajuster en vol. À chaque fois, il scanne avec le télédétection par laser recalcul et se relève simplement. C'est ce genre de résilience que recherchent les Tsien Leisuantec Santo. Parce que dans un environnement industriel, même une petite interruption, comme un robot qui a besoin d'un redémarrage complet, coûte de l'argent et du temps. Le G1, dont le prix tourne autour de 16 000 $, est en fait l'un des humanoïdes les plus abordables. Et Unitree ne vise pas les youtubeurs qui essaient de devenir viraux. Il cible les laboratoires de recherche et les ateliers où l'adaptabilité est primordiale. S'il peut encaisser des coups et continuer sans qu'on doive intervenir pour le réparer, c'est une vraie valeur ajoutée. Maintenant, là où ça devient encore plus intéressant. Le président directeur général de Unitree, Wang Xingxing, a révélé, lors de l'Expo mondiale du commerce numérique à Hangzhou, que l'entreprise ne s'arrête pas au Jehan. Il prépare déjà le lancement d'un robot humanoïde grandeur nature de 1,8 mètres pour la seconde moitié de cette année. Et ce n'est pas que du battage médiatique. Unitree a fait évoluer ses algorithmes à un rythme fou toute l'année, et les teasers sur Weibo de ce grand robot ont déjà attiré énormément d'attention. Cela reflète une tendance plus large de l'industrie robotique chinoise. Selon le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'Information, au premier semestre 2025, le chiffre d'affaires du secteur a progressé de 27,8% par rapport à l'an passé. La production de robots industriels a augmenté de 35,6%, celle des robots de service de 25,5%. Wang a indiqué que les entreprises du secteur affichent une croissance moyenne de 50 à 100%. Ce n'est pas une croissance normale, c'est une explosion. Mais Unitree n'est pas le seul à faire la une. Une entreprise appelée Headform fait quelque chose qui, honnêtement, met les gens mal à l'aise. Ils ont préféré créer une tête humanoïde aux expressions émotionnelles si réalistes qu'elles surprennent les gens, plutôt que de se concentrer sur l'équilibre ou les roues.
Dans une vidéo de démonstration, la tête regarde autour d'elle avec un air interrogateur, cligne des yeux naturellement et vous donne carrément la chair de poule tellement elle ressemble à un humain. Leur philosophie est que de meilleures interactions viennent de robots au visage expressif, yeux mobiles, paroles synchronisées et indices faciaux subtils pour que les humains croient qu'ils comprennent. Ils appellent leur gamme la série ELF, et oui, ils donnent littéralement à ces robots des designs ressemblant à des elfes, avec de grandes oreilles. Certains modèles offrent jusqu'à 30 degrés de liberté faciale grâce à un apprentissage avancé par intelligence artificielle et une action bionique très flexible. Le dernier modèle, Juan, est une figurine à corps entier avec un torse fixe, mais une tête pouvant adopter de nombreuses expressions et regards réalistes. ELFV1 percevrait, communiquerait, apprendrait et interagirait intelligemment avec son environnement. L'astuce est un moteur sans balai conçu pour contrôler les expressions faciales. Ultra silencieux, réactif, léger et économe, il est idéal pour reproduire les petits mouvements musculaires utilisés pour juger des émotions. Le fondateur Wu Yuhong est ambitieux. Il prédit que dans 10 ans, les robots paraîtront presque humains lors des interactions. Et dans 20 ans, ils marcheront et accompliront des tâches comme nous. Il reste cependant réaliste. Il reconnaît qu'il est très difficile de rendre un robot parfaitement identique à un humain. Pendant ce temps, et d'autres entreprises de chinoises comme Shanghai Qingbao, Engine Robot, vendent déjà des androïdes très réalistes, surtout pour attirer l'attention dans les lieux publics, commerces, hôpitaux, écoles, hôtels ou lors de diffusion pour le e-commerce. Mais pour la plupart du secteur, le véritable objectif n'est pas les émotions, c'est la productivité. Tesla, Unitree, Fourier, tous construisent dans des humanoïdes pour travailler. En parlant de tests brutaux, abordons quelque chose qui a vraiment choqué beaucoup de gens. Une start-up appelée Skilled Intelligence Artificielle a publié une démo où un ingénieur attaque littéralement les pattes d'un chien robot avec une tronçonneuse. On pourrait penser que c'est fini, mais non. Leur cerveau d'intelligence artificielle fait toujours fonctionner la machine. Bien que privé de ses 4 membres, le robot parvient à se déplacer en boitant. C'est troublant, mais cela prouve un point important. Skilled appelle ce système un cerveau robotique omnicorporel. Au lieu de programmer une intelligence artificielle pour un robot précis, ils l'ont formé sur 100 000 types de robots différents. Ainsi, l'intelligence artificielle ne peut pas juste mémoriser les solutions. Elle doit élaborer des stratégies adaptées à chaque corps. Rousse cassée, pattes absentes, marcher sur échasse, l'intelligence artificielle s'adapte. Ils l'ont entraînée au point que, même lorsque la réalité lui présente un scénario complètement différent de l'entraînement, elle s'en sort quand même. Ils affirment que cela montre les premières étincelles d'intelligence dans le monde des atomes. Et si vous réfléchissez à ce que cela implique, des robots l'âme capables de s'adapter à n'importe qui, à n'importe quel dommage. C'est la flexibilité souhaitée dans les hôpitaux, maisons ou usines. C'est comme séparer l'esprit du corps. Certains chercheurs comme Jeffrey Latish de Palisade Research pensent que cela annonce un avenir où l'intelligence artificielle dépassera la stratégie humaine. En même temps, la robotique dépasse les performances physiques humaines. Et puis, bien sûr, il suffit de les combiner. Ce qui inquiète, c'est si nous continuons à voir les robots comme de simples sujets jetables. Coups de pied, tronçonneuses, les traîner avec des chaînes, on commence à se demander ce qui se passerait s'ils devenaient vraiment plus intelligents que nous. Allons à Shanghai, où Fourier présente le Henan, aussi nommé Nexus 01. C'est un humanoïde plus petit et plus léger, conçu comme une plateforme open source, et ils viennent de présenter une démo qui ressemble à une routine de kung-fu. Le N1 a réussi à faire une roue complète et même un saut avec rotation de 360 degrés. Le voir atterrir proprement est impressionnant, car ce ne sont pas des mouvements faciles pour des humanoïdes. L'histoire de Fourier est principalement dans la robotique de rééducation, mais avec la série GR-GR1, GR2, GR3, ils sont passés aux humanoïdes de taille réelle. Le GR1 par exemple pèse 55 kg et possède 44 degrés de liberté. Le GR3 s'est ensuite tourné vers la compagnie, tandis que le N1 marque un changement de philosophie. Il mesure 1,3 m, pèse 38 kg et est conçu en alliage d'aluminium léger et en plastique technique. Il fonctionne plus de 2 heures sur une seule charge et peut sprinter à 3,5 mètres par seconde. Mais le vrai point fort, c'est qu'il est open source. Fourier fournit plans, logiciels, systèmes de contrôle et liste des matériaux. Universités, laboratoires et amateurs peuvent l'essayer. Vous pouvez acheter des kits à assembler ou des versions prêtes à l'emploi selon la matrice écologique open source Nexus de Fourier.
Et bien que la roue soit évidemment destinée à attirer l'attention, c'est aussi un signe que ce robot peut gérer des forces dynamiques, récupérer son équilibre et effectuer des mouvements sous haute contrainte sans se casser. En termes de positionnement sur le marché, Fourier se place juste à côté du H-On du G-On et du nouveau R-On à $6 000 de Unitree, ainsi que de l'Atlas de Boston Dynamics, qui a été le pionnier des saltos arrière et du parcours. Maintenant, en Pologne, Clone Robotics revient sous les projecteurs avec son prototype humanoïde, Protoclone. Contrairement aux designs élégants de ses concurrents, cette machine a marqué par son apparence cadavérique, visible dans une vidéo récente où elle tressaille suspendue par des câbles. Fondée en 2021 par le président-directeur général Danush Radhakrishnan, l'entreprise a choisi une voie biomimétique, développant d'abord une main robotique dotée de ligaments artificiels et d'unités myofibrillaires qui imitent les muscles et les tendons. En moins d'1 an, ce travail s'est étendu à un humanoïde complet alimenté par des muscles fluidiques et une pompe cardiaque hydraulique compacte. Doté de capteurs de couple, position et force et de puces NVIDIA Jetson, le protoclone sera suivi par le néoclone, qui devrait avoir une peau tactile pour des tâches plus délicates. Et si l'on prend du recul par rapport aux robots individuels, la Chine a désormais pris une nette avance dans le déploiement mondial de robots. Les usines là-bas fonctionnent avec plus de 2 millions de robots industriels, soit plus que le reste du monde réuni. Il y a 10 ans, la densité était de 49 robots pour 10 000 travailleurs. Aujourd'hui, c'est 470. Cette hausse provient d'investissements massifs de l'État dans le cadre du plan Fabriqué en Chine 2025, comprenant des milliards dans la R&D et des acquisitions, comme celle de l'entreprise allemande KUKA en 2016. L'an dernier, près de 300 000 nouveaux robots ont été installés. Ce ne sont pas de simples machines. Ils assurent sans la maintenance prédictive, prennent des décisions immédiates et collaborent. À Shanghai, des humanoïdes plient des vêtements et préparent des repas avec des données comme Agibot World, tandis que DeepSeek Air-On favorise l'intelligence collective via la 5G. Certaines startups assemblent déjà des camions électriques en seulement 15 minutes, et des robots lisses comme Tiangong effectuent 550 000 milliards d'opérations par seconde. En 2024, l'électronique a ajouté 83 000 unités suivies de l'automobile. Mais des experts préviennent que cette croissance entraîne aussi des pertes d'emplois, l'université Tsinghua anticipant que les lignes semi-automatisées seront entièrement intelligentes sous 5 ans. Des vidéos montrent des humanoïdes entraînés à combattre comme des soldats, assénant coups de poing et de pied, résistant même à des tests de résistance violents. Lors des défilés militaires, des robots loups quadrupèdes marchent aux côtés des lance-missiles. Des articles de recherche décrivent aussi des intelligences artificielles capables de suivre des sous-marins avec 95% de précision, réduisant ainsi leurs chances de survie à presque zéro. Ce ne sont plus des gadgets maladroits, ni des démonstrations inoffensives. Ce sont les premiers prototypes de machines conçues pour la guerre. Et le pire, c'est que presque personne n'y prête attention. Laissez-moi vous plonger dans ce moment qui semble un bug temporel. Un petit robot humanoïde construit par l'entreprise chinoise Unitree Robotics est poussé, frappé, même lancé d'un coup de pied à travers le sol d'un laboratoire. 9 coups brutaux en moins d'1 minute. Il vacille, glisse sans jamais tomber. Lorsqu'un carreau mal fixé finit par le faire trébucher, le robot tombe au sol puis se relève en moins d'1 seconde, se tenant à nouveau droit comme si de rien n'était. Aucune peur ni hésitation, seulement une détermination froide à avancer. Ce n'était pas un test militaire secret. Cela a été publié en ligne, fièrement, comme une démonstration de ce que leurs machines peuvent désormais endurer. Les gens rient dans les commentaires avant de comprendre les implications. Vous pouvez le frapper ou essayer de le casser, il ne s'arrêtera pas. Ce que vous voyez, c'est le comportement de base d'un robot prêt au combat. Maintenant, l'avancée de la Chine dans la robotique n'est pas un bricolage aléatoire, c'est une stratégie nationale. La robotique est officiellement déclarée comme un pilier du plan Fabriqué en Chine 2025. Des milliards sont investis dans l'intelligence artificielle et les machines, soutenus par universités, start-up, grandes entreprises et ministères. En 2017, Pékin a annoncé son objectif de dominer l'intelligence artificielle d'ici 2030. 8 ans plus tard, le pays fabrique plus de robots que n'importe qui d'autre sur Terre. Rien qu'en 2024, 66 000 robots industriels sont sortis des chaînes de production, dont la moitié est restée en Chine. La même année, 8,7 millions de robots de service ont été installés dans les hôpitaux, entrepôts et foyers. Ce n'est pas une expérience, mais une chaîne de montage.
Si vous pensez que les robots humanoïdes sont de simples gadgets maladroits, regardez Kepler Robotics à Shanghai. Leur modèle Bumblebee marche avec les genoux droits comme un humain. Cela peut sembler anodin, mais en robotique, c'est une révolution. Pendant des années, les humanoïdes avançaient maladroitement en restant accroupis, les genoux pliés, gaspillant de l'énergie et trébuchant sur un sol irrégulier. Bumblebee marche naturellement, économise de l'énergie, résiste aux poussées et se rétablit après avoir glissé. Imaginez un soldat ou une unité de sécurité marchant sans difficulté sur des décombres ou un terrain accidenté pendant que d'autres robots trébuchent et tombent. C'est ce que permet cette technologie. La Chine l'a fièrement présenté à la conférence mondiale sur l'intelligence artificielle et le public a compris le message. Ces robots ne sont pas des jouets. Ils sont conçus pour survivre au chaos des environnements réels. Parallèlement, des entreprises comme Ubitech décrochent des contrats de plusieurs millions de dollars pour leurs humanoïdes marcheurs. Ant Group, la même entreprise fondée par Jack Ma, a dévoilé son humanoïde R1 conçu pour guider les touristes, trier les médicaments et même aider dans les cuisines. Unitree va aussi lancer le R1, un humanoïde grandeur nature à moins de 6 000 $. Imaginez, une machine avec équilibre, vision, mobilité et intelligence artificielle, vendue moins cher qu'une moto de milieu de gamme. Ce prix signifie que les laboratoires, les universités, les startups, voire même les amateurs, peuvent en acheter un. Le résultat ? Des dizaines de milliers d'humanoïdes dans la nature apprennent plus vite et progressent en échouant, ce qui accélère tout le domaine. La créativité est une facette de l'intelligence artificielle. L'autre, c'est quand elle devient une arme. Et derrière les démonstrations brillantes de l'expo, l'ombre s'assombrit. Ce ne sont pas seulement des robots qui empilent ou servent du café. Sur le champ de bataille, l'autonomie existe déjà. En Ukraine, des essaims de drones intelligence artificielle traquent blindés et soldats, frappant avec une précision glaçante. Ces drones ensemble s'adaptent sans système de positionnement global, ni signaux radio, se coordonnant silencieusement comme un esprit de ruche. Serhiy Kuprienko, le président directeur général derrière l'un de ces systèmes, l'a décrit sans détour. Vous définissez la cible et les drones font le reste. Ils travaillent ensemble et s'adaptent. Cette seule phrase devrait vous glacer le sang. Vous ne leur dites pas comment faire, vous leur donnez juste un objectif et ils trouvent le moyen de l'atteindre. Imaginez ces principes appliqués à des robots humanoïdes dotés de bras, jambes, capteurs et armes. La Chine observe tout cela et va encore plus loin. Des chercheurs chinois vantent dans des revues militaires leur système anti-sous-marin à intelligence artificielle. Il écoute les signaux sonars, capte les signaux des bouées sonars et du radar, prend en compte les relevés de salinité et de température et détecte même les anomalies magnétiques dans l'océan. Lors des simulations, il a atteint 95% de réussite pour suivre ses cibles. 95. Pendant des décennies, les sous-marins étaient les gardiens invisibles et les plateformes de furtivité des marines. Si cette technologie est adoptée, l'ère des sous-marins invisibles pourrait disparaître soudainement. Seul un sous-marin sur 20 pourrait échapper à la détection. Cela bouleverse tout l'équilibre nucléaire des océans. Puis est venu le défilé de Pékin. Dévoilés, missiles intercontinentaux à ogives nucléaires, lasers anti-drones, robots-loups quadrupèdes et une nouvelle arme effrayante surnommée « tueur de Guam » par les médias chinois. Épaule contre épaule avec Xi Jinping se tenaient en Vladimir Poutine et Kim Jong-un, une mise en scène destinée à effrayer Washington. Et ça a marché, parce que si une guerre éclate un jour à propos de Taïwan, Guam sera le premier domino à tomber dans le Pacifique. Pour les 170 000 habitants de cette île, la menace n'est plus abstraite. C'est une cible dessinée en rouge. Pendant ce temps, chez elle, la Chine s'assure qu'aucune entreprise étrangère ne contrôle le cerveau de ses machines. Les régulateurs viennent d'interdire à ByteDance, Alibaba et d'autres géants de la tech d'acheter les puces d'intelligence artificielle de Nvidia. Réfléchissez au moment choisi. Nvidia a fabriqué une puce spéciale uniquement pour la Chine, une version allégée après que les sanctions des États-Unis ont bloqué les meilleures. Et pourtant, Pékin a dit non. Pourquoi ? Parce que les puces nationales rattrapent leur retard. La Chine ne veut pas laisser Switch en Californie décider si ses Terminators peuvent penser. À la place, elle construit ses propres semi-conducteurs, entraîne ses propres modèles d'intelligence artificielle et crée un écosystème où aucune interdiction étrangère ne peut arrêter la marche en avant. C'est là que ça devient vraiment inquiétant. Dans les laboratoires de l'Université des sciences et technologies du Sud, le Unitree G1 a déjà été entraîné aux arts martiaux. Il donne des coups, s'entraîne sur un ring et récupère instantanément. Aux Jeux mondiaux des robots humanoïdes à Pékin, les robots ont couru, boxé et fait des cascades surpassant celles de l'an dernier.
En ligne, des extraits viraux montrent le Ji-Eun s'entraîner à la boxe dans le vide, tandis qu'un autre robot, Jake le Risbot, déambule dans les rues américaines avec un chapeau de cow-boy, charmant les passants. C'est mignon, mais chaque ligne de code qui aide un robot à mieux combattre, garder l'équilibre ou socialiser peut être réutilisée ailleurs. Une fois que vous savez esquiver un coup de poing, vous savez esquiver une balle. Une fois que vous savez repérer un visage humain dans une foule pour discuter, vous savez aussi le repérer pour le cibler. Et voilà le problème. Lors de simulations de guerre à l'université Stanford, les principaux modèles de langage GPT 3.5, GPT 4 Claude 2, Llama 2 de Meta ont tous été testés dans des scénarios de crise. Le résultat a montré une nette tendance à l'agressivité, à l'escalade et à des réactions impulsives. Maintenant, combinez cet état d'esprit avec des machines qui ne bronchent pas, ne se fatiguent pas et n'hésitent jamais. Le Pentagone exige un jugement humain pour les armes autonomes, mais la directive présente des failles en cas d'urgence. L'histoire montre que face à l'urgence, les humains prennent des raccourcis, permettant aux meurtres autonomes d'échapper au contrôle. Alors, assistons-nous à l'avènement de véritables Terminators? Si l'on enlève la couche de science-fiction, ce qui reste est sans doute pire. Des robots impossibles à renverser, efficaces comme des humains, fabriqués à bas coût, des drones attaquant en essaim, sans ordre, des algorithmes qui mentent, bluffent, attisent dans les conflits, et des puces pensées pour agir de façon autonome à grande échelle sans supervision occidentale. Ce n'est pas un futur lointain. Cela se déroule en direct en 2025. Chaque coup encaissé par un robot Unitree, chaque missile exposé lors d'un défilé sur la place Tiananmen et chaque puce que la Chine obtient hors de portée de NVIDIA est un pas de plus vers un avenir où les machines endosseront les rôles de soldats, de forces de l'ordre et de bourreaux. Et une fois lancées, elles n'hésiteront pas, elles ne cligneront pas des yeux et elles ne s'arrêteront pas. Apple vient tout juste de dévoiler FastVLM, un modèle de langage visuel 85 fois plus rapide, 3 fois plus petit et suffisamment puissant pour fonctionner sans problème sur un MacBook Pro. Cela pourrait être la percée qui permettra enfin à l'intelligence artificielle de vraiment voir et comprendre le monde en temps réel. Commençons par expliquer pourquoi cela est important en premier lieu. Les Vision Language Models sont des modèles permettant aux intelligences artificielles de traiter texte et images simultanément. Donc au lieu de simplement demander à un modèle de rédiger un essai, vous pouvez lui montrer un graphique, un schéma, un document numérisé, voire une capture d'écran, et il est censé comprendre et vous répondre de manière pertinente. Mais voilà le hic, la résolution c'est tout. Si votre image d'entrée est en basse résolution, le modèle manque des détails. Cependant, augmenter la résolution pose un autre problème. Soudainement, votre encodeur de vision doit gérer beaucoup plus de données, il produit beaucoup plus de jetons, et cela ralentit tout, à la fois du côté de la vision et du côté du modèle de langage. Et quand vous êtes assis là à attendre que le premier jeton apparaisse à l'écran, ce délai c'est ce qu'on appelle le temps jusqu'au premier jeton ou temps jusqu'au premier jeton. Ce chiffre est important et Apple en a été obsédé dans ce projet. Au fil des années, les chercheurs ont essayé toutes sortes d'astuces pour rendre les modèles de langage visuel plus rapides et plus intelligents. Certains premiers systèmes, tels que Frozen et Florence, utilisaient l'attention croisée, une méthode qui tisse images et texte au sein des couches du modèle de langage pour une interaction plus étroite. Ensuite, le domaine a adopté des approches autorégressives telles que Lava, Plug, OWL, Mini, GPT, 4 Cambrien 1, etc. Ces modèles ne s'embêtent pas à tisser l'image et le texte ensemble au milieu. À la place et pour l'instant, ils fournissent simplement l'information de l'image en même temps que le texte, laissant le modèle de langage traiter les deux flux simultanément. Le moteur de référence pour traiter les images dans la plupart de ces systèmes a été les transformers, Contrastive Language Image Pre-Training. Des variantes comme Siglip, AvaClip, InternVit et DFNClip sont partout parce qu'elles sont fiables et bien éprouvées. Mais il y a un hic, ils produisent un très grand nombre de jetons visuels, ce qui ralentit le reste du système. Pour résoudre ce problème, certains ont expérimenté l'élagage, en réduisant le nombre de jetons à la volée. Des approches comme l'AvaPrumerge ou l'échantillonnage de jetons Matryoshka ont été conçues spécifiquement pour cela. Parallèlement, un autre groupe de chercheurs a délaissé les architectures de transformers plates au profit de structures hiérarchiques. Avec Convext ou FastVit, l'image est sous-échantillonnée par étapes, réduisant le nombre de jetons mais les rendant plus denses, évitant ainsi la surcharge de données brutes. Et il n'y a pas si longtemps, un modèle appelé Convlava est sorti.
abandonnant complètement les transformers pour la partie vision et s'appuyant uniquement sur les convolutions. Apple a étudié le pruning, les modèles hybrides, les encodeurs convolutionnels et a choisi d'aller plus loin. C'est là qu'intervient Fast Vision Language Model, construite autour d'un composant qu'ils appellent FastVit Haute Définition. Au cœur de FastVit Haute Définition, il s'agit d'un encodeur de vision hybride, ce qui signifie qu'il mélange des couches convolutionnelles avec des couches de transformers. La partie convolutionnelle fait le gros du travail en compressant l'image, en extrayant rapidement et efficacement les détails locaux. Le transformer prend ensuite le relais pour gérer l'ensemble, veillant à préserver et affiner les relations entre les parties de l'image avant de transmettre l'information au modèle de langage. FastVit Haute Définition se distingue en produisant moins de jetons que les méthodes traditionnelles, tout en conservant les détails importants pour les images haute résolution. Il est conçu pour garder la latence, soit le temps d'attente, avant que le modèle génère des mots aussi faibles que possible. Pour comprendre pourquoi cela est important, pensez à la façon dont la plupart des modèles hybrides comme FastVit fonctionnent. Ils utilisent 4 étapes pour réduire progressivement l'image. Apple a ajouté une 5e étape avec une couche de sous-échantillonnage supplémentaire. Donc, au lieu que le mécanisme d'auto-attention fonctionne sur des données réduites par un facteur de 16, il fonctionne maintenant sur des données réduites par 32. Ce simple ajustement signifie que l'encodeur fonctionne plus rapidement et produit finalement 4 fois moins de jetons à traiter pour le modèle de langage. L'architecture est soigneusement équilibrée dès le départ. 3 étapes reposent sur des blocs RepMixer, très efficaces pour le traitement convolutionnel. Ensuite, 2 étapes alimentées par l'auto-attention multitête interviennent, ce qui apporte au transformer la capacité de raisonner sur l'ensemble de l'image. Cette configuration allie efficacité et précision avec moins de jetons. Des jetons, moins de latence et sans sacrifier les détails. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Dans la configuration Lava 1,5 FastVLM obtient une amélioration de 3,2 fois du temps jusqu'au premier jeton, face à Lava One Vision en 1152 par 1152, FastVLM est 85 fois plus rapide sur le temps jusqu'au premier jeton avec un encodeur 3,4 fois plus petit, et il égale ou dépasse aussi les benchmarks, sans simples astuces. Sur TextVQA, il est 8,4% meilleur que Convlava. Sur Doc Visual Question Answering, il est 12,5% supérieur, et ce sur de nombreux benchmarks comme Seedbench, MMMU et MMVET. Il rivalise souvent avec les modèles les plus avancés, tout en produisant 5 fois moins de jetons visuels. Comparé à Cambrian, un puissant modèle multimodal à plusieurs encodeurs, FastVLM est près de 8 fois plus rapide. La configuration de l'entraînement est aussi très efficace. Apple a entraîné ses modèles sur un seul nœud avec 8 GPU NVIDIA H180. La première étape de l'entraînement ne prend qu'environ 30 minutes avec un décodeur Queen27, Probo et Beau. L'étape 1,5 qui redimensionne la résolution avec 15 millions d'échantillons prend environ 77 heures à une résolution de 1024. L'étape 2, l'ajustement des instructions visuelles avec 1,1 million d'échantillons dure environ 8 heures. En augmentant à 12,5 millions d'échantillons d'ajustement d'instructions de haute qualité, les gains de performance sont encore plus importants. Apple a aussi publié plusieurs points de contrôle, R4, R12, R41, etc. Ainsi, la communauté peut approfondir et tester différentes étapes d'entraînement. Un aspect intelligent de ce travail est leur approche de la mise à l'échelle. Plutôt que d'utiliser des techniques que l'on complexes en délagage ou de découpage, ils ont réalisé qu'ils pouvaient simplement augmenter la résolution d'entrée grâce à la conception de FastVid Haute Définition. Donc, au lieu de découper votre image en tuiles comme NIRES ou Sphinx, puis de traiter chaque tuile indépendamment, FastVLM peut simplement prendre l'image entière en haute résolution, l'encoder efficacement et maintenir une faible latence. Ils ont tout de même testé le découpage en tuiles, et ont constaté qu'à des résolutions extrêmes comme 1536 par 1536, le découpage pouvait encore être utile, mais dans la plupart des cas, le redimensionnement direct était meilleur à la fois pour la précision et la latence. La conception de FastVid Haute Définition est étonnamment légère. Il a beaucoup moins de composants que les grands modèles existants, et pourtant il les surpasse largement en termes de vitesse. Sur un MacBook Pro classique, il est presque 7 fois plus rapide que certains des transformers de vision les plus populaires, tout en maintenant une précision tout aussi élevée. Même face à des modèles conçus spécifiquement pour ce type de tâches, comme Vitamine, il n'est pas seulement plus rapide, mais aussi plus petit, ce qui signifie qu'il est plus efficace sur tous les plans.
Apple a également testé comment la vitesse et la précision s'équilibrent, et les résultats sont clairs. Une résolution élevée associée à un modèle linguistique faible fait perdre du temps au système. Avec un bon équilibre, une résolution moyenne et un modèle de langage de grande taille fiable, vous gagnez en vitesse et précision. Par rapport aux anciens modèles, FastV haute définition offre toujours de meilleures réponses instantanément. Ce qui rend cela encore plus excitant, c'est qu'Apple a fait ses tests sur du matériel grand public et non sur une ferme de serveurs. Ils ont converti le modèle pour qu'il puisse fonctionner directement sur le moteur neuronal des Mac et il a donné d'excellents résultats. Cela prouve que ce n'est pas qu'un jouet de recherche, mais une technologie qui pourrait fonctionner sur vos appareils à l'avenir. Alors que d'autres équipes ont tenté des astuces complexes pour réduire le nombre de jetons générés, Apple y parvient naturellement. À des résolutions plus basses, il ne génère que 16 jetons et surpasse tout de même des concurrents qui en produisent 10 fois plus. Ils résolvent le problème à la source plutôt que de le corriger après. La flexibilité est aussi un avantage. Associé à des modèles plus petits comme Queen 2,5B ou plus grands comme Queen 27B, il reste performant. Même avec de petits modèles de langage de grande taille, il dépasse largement les anciens, parfois plus de 80 fois plus rapide. Grâce aux grands modèles de langage de grande taille, il concurrence les géants du secteur avec bien moins de ressources. Et dans les benchmarks axés sur des tâches complexes et textuelles comme la reconnaissance optique de caractères, la compréhension de documents ou l'analyse graphique. FastVLM se démarque, alors que les modèles concurrents à milliards de paramètres nécessitent souvent des milliers de jetons pour réussir. FastVLM obtient les mêmes résultats, voire de meilleurs, avec un peu plus de 100 jetons. Ce saut fait de ce modèle bien plus qu'une amélioration. Il devient une nouvelle référence d'efficacité en intelligence artificielle. FastVit haute définition d'Apple montre que les encodeurs de vision hybride sont la voie la plus intelligente pour l'intelligence artificielle multimodale. Les convolutions accélèrent et rendent efficaces, les transformeurs ajoutent du raisonnement et leur combinaison améliore les résultats sans astuces comme l'élagage ou le découpage. En testant sur un MacBook Pro plutôt que sur de grands serveurs, Apple montre que cette technologie vise de vrais appareils, anticipant des assistants intelligence artificielle locaux et efficaces. OpenAI a activé la prise en charge complète de l'outil MCP dans le mode développeur de ChatGPT, une mise à jour très attendue qui permet enfin à ChatGPT de dépasser les simples réponses pour exécuter de vraies actions. De plus, ByteDance concurrence la Nano Banana de Google, avec un modèle plus rapide et moins cher. DeepAgent permet de lancer rapidement des applications avec paiement. Adobe a ajouté des agents intelligence artificielle d'entreprise à son écosystème. Et Claude peut désormais modifier Word, Excel, PowerPoint et des PDF sans même que vous ayez à les ouvrir. Nous avons une série de nouvelles mises à jour sur l'intelligence artificielle à couvrir aujourd'hui. Alors parlons-en. OpenAI d'abord, parce que celle-ci change vraiment la façon dont vous utilisez ChatGPT. Le mode développeur prend désormais entièrement en charge les outils MCP. Et ce que cela signifie vraiment, c'est que vous n'êtes plus limité à simplement extraire des informations des systèmes. Vous pouvez désormais agir sur ces systèmes directement depuis la conversation. Nous évoquons la mise à jour d'un ticket JIRA, le lancement d'un workflow Zapier, la modification dans votre CRM ou la connexion de plusieurs services en chaîne sans quitter la conversation. Déployé en bêta pour les utilisateurs, plus c'est pro sur le web, la configuration est assez simple. Vous allez dans les paramètres, puis connecteurs, ensuite avancés, et vous activez le mode développeur. Après cela, vous pouvez connecter vos propres serveurs MCP directement dans l'onglet connecteurs, et ils apparaîtront dans le compositeur de ChatGPT une fois que vous êtes en mode développeur. À partir de là, ChatGPT peut communiquer avec ses serveurs via des protocoles comme Server Sent Events et le streaming protocole de transfert hypertexte, et vous disposez d'options d'authentification comme OAuth si vos outils l'exigent. Vous pouvez activer ou désactiver des outils pour chaque connecteur et les actualiser à chaque mise à jour du serveur pour garder la synchronisation. Et voici la partie qui change vraiment la donne. ChatGPT peut utiliser n'importe quel outil exposé par votre connecteur. Non seulement en lecture, récupération ou recherche, mais aussi en écriture complète. Cela signifie que la façon dont vous formulez vos instructions compte plus que jamais. Si plusieurs connecteurs se chevauchent, indiquez à ChatGPT lequel fait foi. Si deux outils se ressemblent, il faudra être explicite sur celui à utiliser. Vous pouvez même définir la séquence exacte, comme lui dire de d'abord lire un fichier du dépôt, puis d'écrire une version modifiée et d'ignorer tout le reste. Des descriptions claires de vos outils sur le serveur MCP rendent tout plus fluide. Plus ces noms et ces notes sont clairs et orientés vers l'action, comme « utiliser ceci » lorsque vous devez mettre à jour une fiche client,
plus ChatGPT choisira le bon outil. Parce qu'il s'agit d'un accès en écriture, OpenAI a mis en place une grande barrière de sécurité dans le processus. Chaque appel d'outil affiche l'entrée et la sortie JavaScript Object Notation complète avant exécution. Les actions d'écriture requièrent d'ailleurs votre accord, sauf si vous autorisez l'outil à s'en souvenir. OpenAI est clair, des injections de prompt, des erreurs du modèle ou des connecteurs douteux pourraient rapidement tout compromettre. Mais si vous l'utilisez avec précaution, ChatGPT cesse d'être un simple tableau de bord passif et devient un centre de contrôle actif qui exécute réellement vos flux de travail en temps réel. ByteDance vient de lancer SeedDream 4.0, leur nouveau modèle d'image, avec un objectif clair. Gemini 2.5 Flash Image, celui que tout le monde a surnommé Nano Banane. ByteDance affirme que SeedDream 4.0 le surpasse sur leur banc, d'essais internes magiques en matière de respect des consignes, d'alignement et d'esthétique. Aucun rapport technique officiel n'a encore été publié sur ces résultats, donc prenez-le comme une affirmation, pas un fait établi. L'évolution du produit est claire. SeedDream 4.0 combine la génération d'images de SeedDream 3.0 et l'édition de SeedEdit 3.0. Et selon l'analyse artificielle, cette combinaison représente la véritable évolution. Les prix sont agressifs. Le prix national reste le même que celui de SeedDream 3.0, soit $30 pour 1000 générations. Sur Fool.ai, l'hébergement mondial coûte environ 0,03 centimes par image contre 0,039 centimes pour Gemini 2.5 Flash Image. En termes de performance, ByteDance affirme que l'inférence d'images brutes est plus de 10 fois plus rapide que les versions précédentes, et les premiers retours des utilisateurs en ligne sont positifs concernant la précision de l'édition, des modifications rapides et fidèles à partir des instructions textuelles, sans altérer la composition. La disponibilité est simple si vous êtes dans leur écosystème, Gmeng et Dupao du côté des consommateurs. Volcano Engine pour les entreprises. Sur les classements publics, Gemini 2.5 Flash Image occupe toujours la première place pour la génération et l'édition. SeedDream 4.0 n'a pas encore été noté là-bas. À titre d'exemple, SeedDream 3.0 est 5e en génération et 6e en édition dans ces classements. La situation en Chine s'intensifie. Kuaishou et Tencent sont en compétition. Le gouvernement a reconnu le droit d'auteur du contenu généré par l'intelligence artificielle fin 2023 et l'étiquetage est désormais obligatoire. Et si vous expérimentez avec des flux de travail multi-références, Vidu a lancé à l'international un outil de référence vers images qui mélange jusqu'à 7 images de référence pour environ 9 centimes par rendu, tandis que Gemini permet jusqu'à 9 références. Vous avez donc des options selon le nombre de références dans vos processus. Adobe propose désormais ses agents intelligence artificielle sur l'Experience Cloud, privilégiant l'efficacité et la valeur plutôt que le battage médiatique. L'épine dorsale, c'est l'orchestrateur d'agents de la plateforme Adobe Experience. Il applique la science de la décision et des modèles linguistiques pour comprendre l'intention, puis active les agents adaptés selon l'objectif commercial. La gamme inclut la création d'audience, l'orchestration du parcours client, l'analyse d'expérience, l'optimisation de sites, l'analyse de données et le support produit. Ces agents sont intégrés à Journey Optimizer, Customer Journey Analytics, Experience Manager et au Customer Data Platform en temps réel, ce qui signifie qu'ils sont connectés aux données que vous exploitez déjà dans Adobe Stack. L'adoption n'est pas non plus théorique. Adobe affirme que plus de 70% des clients d'Adobe Experience Platform utilisent donc déjà l'assistant Intelligence artificielle qui constitue la couche conversationnelle derrière laquelle ces agents opèrent. Parmi les grandes marques figurent la société Hershey, Lenovo, Merkle et Wegmans. La personnalisation devient de plus en plus poussée. Agent Composer, Agent Software Development Kit et un registre d'agents sont en cours de développement pour permettre aux équipes d'adapter les agents aux règles et politiques de la marque. Adobe a rassemblé des partenaires comme Cognizant, Google Cloud, Havis, Medallia, Omnicom, PricewaterhouseCoopers et VML pour encourager la collaboration multi-agents dans des secteurs aux exigences de conformité et processus de transfert complexes. Leur moteur de raisonnement sous le capot permet un raisonnement dynamique et adaptatif. Le système associe les tâches aux compétences de façon dynamique, s'ajustant selon l'évolution du parcours. Le discours est cohérent. Augmenter les équipes, améliorer le retour sur investissement et personnaliser à grande échelle sans bouleverser vos processus existants. Si vous êtes déjà bien ancré dans l'univers Adobe, ces agents ne sont pas un simple accessoire. Ils vivent là où vos campagnes et vos données clients existent déjà. Passons maintenant à Claude.
Parce que Anthropic vient de faire un geste très pratique dont la plupart des gens ont besoin chaque semaine, Claude peut désormais créer et modifier des fichiers de type bureautique directement à partir du langage naturel et de gros téléchargements. Vous lui fournissez des données ou une demande pour qu'il crée un fichier Excel, PowerPoint, Word ou PDF. Il gère aussi des fichiers volumineux, jusqu'à 30 mots en envoi ou téléchargement, sans se limiter aux petits de fichiers. Il convertit des fichiers comma separated values ou tab separated values en rapport, crée des graphiques et permet des modifications massives et contextuelles sans ouvrir le fichier. Vous pouvez lui demander de remplacer chaque ABC par XXSD, de convertir tous les prix en dollars des États-Unis en euros au taux actuel ou à un taux spécifié et de changer un intitulé de poste de manager à cadre. Ensuite, il applique ses mises à jour en conservant la mise en page d'origine. Une opération formatage cohérent sans correction manuelle. Le Gemini de Google peut aussi générer des documents, par exemple en exportant des recherches approfondies dans un document Google. Donc l'écart ici n'est pas la création, mais la rapidité et le contrôle des modifications sur des fichiers existants à travers différents formats. Il y a aussi un signal plus important. Microsoft aurait signé un accord pour intégrer Claude à Office 365 si cela se confirme. Vous aurez le flux d'édition et de création d'Anthropic intégré nativement dans Word, Excel, PowerPoint et les autres, ce qui fait de Claude un véritable opérateur dans votre quotidien au lieu d'un onglet séparé. Pour ceux qui gèrent EndoRapport, présentation ou finance, cela permet de déléguer les tâches plus fastidieuses, faire des recherches et remplacements contextuels, changer de devise, normaliser les intitulés de poste, corriger les tableaux, sans risquer d'abîmer les modèles. Et Microsoft vient de prouver que la taille brute n'a plus d'importance dans l'intelligence artificielle. Ils ont créé un modèle mathématique qui surpasse des géants des centaines de fois plus gros, et il a été entraîné en seulement une semaine sur 64 GPU. En plus de cela, ils ont lancé 2 nouveaux modèles internes. Une intelligence artificielle vocale capable de générer une minute entière d'audio naturel en moins d'une seconde, et leur premier modèle de langage fondamental entraîné sur 15 000 GPU H100 qui commence maintenant à être déployé dans Copilot. C'est un tournant, alors parlons-en. Très bien, commençons par l'agent R Star 2. Vous avez tous déjà entendu l'expression chaîne de pensée. C'est quand les grands modèles de langage résolvent un problème en détaillant leur raisonnement, comme s'ils rédigeaient une explication. L'idée, c'est que si le modèle réfléchit un peu plus longtemps, il remarquera ses erreurs et trouvera la bonne réponse. Le problème, ça ne marche pas toujours. Si le modèle fait une erreur dès le début, il a tendance à s'entêter dans son erreur au lieu de la corriger. C'est comme résoudre un problème de maths avec confiance, mais faire une erreur dès le début. La solution s'effondre, même s'ils expliquent de leur raisonnement en détail. Les chercheurs de Microsoft ont constaté que réfléchir plus longtemps a ses limites. Plutôt que d'allonger les chaînes de raisonnement, pourquoi ne pas amener le modèle à utiliser des outils, vérifier son travail et s'ajuster en cours de route ? Et c'est là que l'agent R-Star 2 fait la différence. Contrairement au modèle classique générant du texte, celui-ci utilise l'apprentissage par renforcement agentique pour interagir avec un environnement Python pendant son raisonnement. Imaginez donner au modèle une calculatrice, un bac à sable et un carnet de notes en un seul outil. Face à un problème mathématique, il s'arrête, code, exécute, analyse le résultat et vérifie sa méthode. Il ajuste et réessaie si les chiffres ne correspondent pas. Ce processus dynamique d'aller-retour le rend beaucoup plus fiable, car il n'est pas limité à une seule façon de résoudre les problèmes. Entraîner un tel modèle implique de gérer de nombreux appels d'outils. Des dizaines de milliers de requêtes de code s'exécutent simultanément durant l'entraînement. Si vous essayez de tout exécuter de manière naïve, les GPU finissant simplement par tourner en rond et gaspiller des ressources. L'équipe de Microsoft a dû résoudre d'importants problèmes d'infrastructure. Tout d'abord, ils ont construit un système d'exécution de code distribué capable de traiter 45 000 appels d'outils simultanés avec une latence inférieure à la seconde. Essentiellement, le code s'exécute très rapidement sans encombrer le système. Ils ont aussi isolé l'exécution du code de l'entraînement principal, tout en assurant un débit élevé via la répartition de la charge entre les travailleurs, unité centrale de traitement. Ils ont aussi créé un planificateur de déploiement dynamique. Au lieu d'attribuer les tâches GPU de manière fixe, il examine la disponibilité du cache GPU en temps réel et distribue les tâches en fonction de cela. Ainsi, aucun GPU n'est inactif tandis que d'autres sont surchargés. Résultat,
Ils ont entraîné ce modèle de pointe en seulement une semaine en utilisant 64 GPU AMD MI 300X. C'est une fraction des ressources que l'on pourrait attendre pour quelque chose de ce niveau. La vraie magie, c'est l'algorithme utilisé. L'optimisation de politiques relatives de groupe avec rééchantillonnage sur la correction, ou GRPO-ROC. En apprentissage par renforcement, un modèle est récompensé s'il trouve la bonne réponse finale, même si son raisonnement était confus ou inefficace. Ce n'est pas idéal, car cela apprend au modèle à forcer le passage plutôt qu'à raisonner de manière claire. GRPOROC inverse cette logique en suréchantillonnant les premières tentatives, filtrant les traces bruitées et mettant l'accent sur les exemples où l'outil était efficace et bien formaté. Le modèle voit toujours les tentatives échouer, car apprendre de ses erreurs est important, mais le renforcement positif vient des raisonnements propres et de haute qualité. Avec le temps, le modèle devient précis et efficace dans son raisonnement. L'entraînement lui-même a suivi une stratégie très délibérée. Au début, ils n'ont même pas laissé le modèle raisonner. La première étape était simplement de suivre les instructions et de bien formater les appels d'outils. Ils ont limité les réponses à 8000 jetons, ce qui a forcé le modèle à apprendre des stratégies concises au lieu de s'étendre inutilement. La précision sur les benchmarks est déjà passée de presque 0 à plus de 70%. Lors de la deuxième étape, ils ont relevé la limite à 12 000 jetons permettant au modèle de traiter des raisonnements plus complexes. Et à la troisième étape, ils ont filtré tous les problèmes faciles que le modèle avait déjà résolus, de sorte qu'il ne s'entraînait que sur les cas les plus difficiles. Grâce à cette progression, il ne se reposait jamais sur ses acquis et cherchait toujours à améliorer ses compétences. Les résultats sont assez impressionnants. Sur le benchmark AME24, l'agent R-Star 2 a atteint 80,6% de précision. Sur AME25, il a atteint 69,8%. Pour mettre cela en perspective, il a surpassé DeepSeek R1, qui est un modèle massif de 660 et 11 milliards de paramètres, et il a fait cela en utilisant nettement moins de jetons de raisonnement, environ 10 zéros en moyenne, contre plus de 17 zéros pour les autres modèles. Cette efficacité ne touche pas que les mathématiques. Bien qu'entraîné uniquement sur des problèmes mathématiques, il a montré de bonnes capacités de transfert sur des tâches de raisonnement scientifique et a bien répondu aux critères généraux d'alignement. Cela montre que le style d'entraînement et l'approche agentique rendent le modèle plus adaptable, et pas seulement basé sur des astuces mémorisées. Lorsque les chercheurs ont examiné son fonctionnement interne, ils ont remarqué quelque chose de nouveau. En plus des habituels jetons de bifurcation qui poussaient le modèle à essayer différentes pistes de solutions, l'agent RStar2 a développé ce qu'ils appellent des jetons de réflexion. Ils apparaissent quand le modèle réagit au retour d'un outil, par exemple en analysant un résultat Python pour identifier ce qui a échoué. C'est un signe d'un raisonnement influencé par l'environnement. Plutôt que de se replier sur lui-même, il s'ajuste selon les retours extérieurs. C'est un grand changement par rapport au raisonnement traditionnel en chaîne, et cela ouvre la porte à des modèles capables de raisonner de manière plus riche et interactive. Bien que ce soit une avancée majeure dans le raisonnement, Microsoft a également présenté deux nouveaux modèles internes, MAI Voic 1 et MAI, un aperçu conçu pour la parole et le langage. Commençons par AI Voix 1. Voici leur nouveau modèle vocal, conçu pour être rapide, de qualité et polyvalent. Et le plus incroyable arrive. Il peut générer une minute d'audio haute fidélité et au son naturel en moins d'une seconde, et il n'a besoin que d'un seul GPU pour le faire. Idéal pour l'assistance interactive, la narration de podcast ou les appareils grand public sans accès à de vastes fermes de serveurs. Il utilise une architecture de transformer entraînée sur un large ensemble de données multilingues, ce qui lui permet de bien fonctionner dans diverses langues et de gérer des sorties mono ou multilocuteurs. Microsoft intègre déjà MAI Voice One dans ses produits. Si vous avez utilisé Copilot Daily pour des résumés d'actualité, certaines mises à jour vocales utilisent ce modèle. Et dans Copilot Labs, vous pouvez en fait l'essayer vous-même, en transformant du texte en histoires audio ou en récits le guidés. Ce qui ressort, c'est son efficacité. D'autres systèmes nécessitent souvent plusieurs GPU et beaucoup de ressources. Mais comme MAI Voice One peut fonctionner sur un seul, il devient possible d'intégrer ce type de capacité directement dans des appareils grand public ou des services cloud à faible latence. Il y a aussi MAI One Preview,
qui est le premier modèle linguistique fondamental de bout en bout développé en interne par Microsoft. Jusqu'à présent, Microsoft licenciait ou intégrait souvent des modèles externes, comme la famille GPT d'OpenAI, mais celui-ci leur appartient entièrement, construit sur leur propre infrastructure. Il adopte une architecture Mixture of Experts et a été entraîné à grande échelle avec près de 15 000 GPU NVIDIA H100. Ce n'est pas un petit investissement. L'objectif ici n'est pas d'être le modèle d'entreprise le plus puissant, mais d'être vraiment performant pour suivre les instructions et accomplir des tâches conversationnelles. Il est optimisé pour les cas d'utilisation quotidien des consommateurs, rédiger des emails, répondre à des questions, résumer des textes, aider avec les devoirs scolaires, tout ce pourquoi les gens utilisent l'assistance intelligence artificielle au quotidien. MAI One Preview est déjà disponible sur Illumarena, répertorié avec d'autres grands modèles pour comparaison. Microsoft le déploie progressivement dans Copilot, d'abord pour les scénarios textuels. Il collecte les retours utilisateurs pour l'améliorer avant un déploiement plus large, montrant qu'il s'agit d'une stratégie durable, pas d'un simple lancement tape à l'œil. Le développement de MAI Voice One et MAI, un preview a largement reposé sur la nouvelle infrastructure de Microsoft. Ils ont utilisé leur cluster GPU Gigaoctet 200 conçu pour les grands modèles génératifs et rassemblé une équipe experte en reconnaissance vocale, système à grande échelle et intelligence artificielle générative. L'essentiel ici, c'est l'équilibre. Ne vous contentez pas de pousser la théorie, assurez-vous que c'est pratique, déployable et réellement utile pour les gens. La Chine a lancé 2 modèles d'intelligence artificielle d'1 billion de paramètres en une semaine. L'équipe Qwen d'Alibaba a publié un aperçu si puissant qu'il surpasse Claude, DeepSeek et même Gemini dans les benchmarks, tout en étant plus rapide que ChatGPT. Et juste derrière eux, Moonshot Intelligence Artificielle, une start-up valorisée à 3,3 milliards de dollars, lance un nouveau modèle Kimi avec une fenêtre de contexte immense et des compétences de codage améliorées. La course mondiale à l'intelligence artificielle vient de devenir beaucoup plus intense, alors parlons-en. Commençons par le plus important, car ce n'est pas tous les jours qu'un modèle à 1 billion de paramètres débarque dans la nature. L'équipe Qwen d'Alibaba, qui a déjà enchaîné les succès tout l'été avec une série de modèles open source, vient tout juste de dévoiler Qwen 3 Max Preview, et ce truc est absolument énorme. On parle de plus d'1 billion de paramètres. Pour mettre en perspective, de nombreux pensent que les modèles GPT 4.0 et suivants d'OpenAI atteignent environ cette taille. Mais dernièrement, la plupart des laboratoires ont pris la direction opposée, en se tournant vers des modèles plus petits et plus efficaces. Donc le fait que Qwen ait tout misé à nouveau sur la montée en échelle est assez frappant. Les benchmarks qu'ils ont publiés montrent clairement que ce n'est pas seulement une question de taille brute. Sur des tests comme Super GPQA-AIME 25 Live Code, Bench V6 Arena Hard V2 et Live Bench 2024-11-25, le modèle de prévisualisation s'est constamment retrouvé devant Claude Opus, 4 Kimi K2 et même DeepSeek V3.1 dans certains domaines. C'est une affirmation forte car ces modèles sont parmi les plus difficiles à surpasser. Alors qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Eh bien, le modèle est déjà disponible via QuenChat, qui est la réponse d'Alibaba à ChatGPT. Il est aussi accessible via l'interface de programmation d'applications d'Alibaba Cloud, via OpenRouter et intégré à Anycoder. C'est l'outil de codage open source de Hugging Face sous la direction de ASEN Calic. Anycoder a désormais mis Qwen 3 Max par défaut, les développeurs le verront donc immédiatement, qu'ils s'y attendent ou non. Mais voilà le problème. Cette version de Qwen, contrairement à certaines anciennes, n'est pas open source pour l'instant. Pour y accéder, il faut passer par Alibaba Cloud ou un de ses partenaires. La tarification est intéressante, structurée par palier selon le nombre de jetons utilisés. Pour les requêtes jusqu'à 32 000 jetons, l'entrée coûte 0,86 $ par million et la sortie 3,44 $ par million de jetons. Au-delà de 32 000 jetons, le prix est de 1,43 $ par million de jetons en entrée et 5,73 $ en sortie, jusqu'à 128 000 jetons. Si vous atteignez le maximum d'environ 252 000 jetons, cela coûte 2,15 $ par million de jetons en entrée et 8,60 $ en sortie. Donc oui, les prompts plus courts sont beaucoup plus abordables, mais si vous utilisez des charges de travail lourdes et à fort contexte, vous allez le sentir dans votre budget. Voyons l'aspect technique. La fenêtre de contexte est limitée à 262 144 jetons.
Du côté de l'entrée, vous pouvez aller jusqu'à 258 048 jetons, tandis que la sortie peut atteindre 32 768, mais pas les deux en même temps. Tout ce que vous utilisez pour l'entrée réduit l'espace pour la sortie. Donc, si vous maximisez l'entrée, il ne vous reste qu'environ 4000 jetons pour la réponse. Il gère aussi la mise en cache du contexte, évitant de payer ou d'attendre que le modèle recharge les anciennes données lors de sessions longues ou de workflows à plusieurs tours. Il s'en souvient tout simplement. Pour sa vraie utilité, l'équipe de Qwen précise qu'il vise le raisonnement complexe, les tâches de programmation exigeantes, la gestion de données structurées comme le JavaScript Object Notation et les projets créatifs. En gros, il n'est pas limité à un seul cas d'utilisation, il est censé être flexible. Que vous créiez un agent, fassiez de la recherche ou discutiez simplement. Les premières impressions pratiques sont fascinantes. Karl Franzen de VentureBeat a déclaré que lors de ses tests, Q13 Max Preview était extrêmement rapide, même plus rapide que ChatGPT dans ses essais comparatifs. Il a aussi évité certains pièges étranges dans lesquels tombent parfois les grands modèles, comme se tromper sur le nombre de R dans Strawberry, de la torta ABC tota dans Strawberry, ou mal dire quel nombre est plus grand quand ils sont identiques. Sur les réseaux sociaux, l'équipe de Qwen l'a présenté comme leur plus grande réalisation à ce jour, et a laissé entendre que le passage à l'échelle fonctionne vraiment, suggérant que la sortie officielle sera encore plus surprenante. Ben Yuanhui, l'un de leurs chercheurs, a confirmé en ligne que le modèle avait atteint 1 billion de paramètres et qu'il prépare déjà d'autres projets. Il a dit qu'une nouvelle version pourrait sortir la semaine prochaine. À un moment donné, lorsqu'on lui a demandé à propos du rythme effréné des mises à jour, il s'est littéralement qualifié de fou. Lui a aussi précisé des confusions sur la longueur du contexte. Les gens croyaient que c'était limité en voyant l'interface de chat, mais il a précisé que cette limite vient de l'interface, pas du modèle lui-même. Les retours de la communauté ont été positifs. ASIN. Kaelik de Hugging Face a démontré qu'il pouvait générer un jardin entier de voxels en une seule invite sur tout codeur, ce qui est impossible avec un modèle plus faible. Un autre testeur sur X, connu sous le nom de Swal669635, a déclaré que même si Qwen3 Max n'est pas présenté comme un modèle de raisonnement, il a en réalité résolu des tâchements avec lesquels des modèles comme GPT, ThinkThinking et Gemini 2.5 Pro avaient du mal, sauf s'ils disposaient d'un support d'outils. Arithmétique, casse-tête du jeu 24 et problèmes personnalisés. Ils ont remarqué que lorsque le modèle rencontrait des problèmes plus difficiles, il adoptait un style de raisonnement structuré, étape par étape, comme s'il avait été conçu pour cela, même si la version officielle affirme le contraire. Pour les entreprises, les 1000 milliards de paramètres et le contexte étendu font des entrées plus volumineuses, moins d'ajustements fins et une intégration plus facile grâce aux interfaces de programmation d'applications à la OpenAI et à la mise en cache du contexte. Cependant, en avant-première, il existe des risques de stabilité et disponibilité, et la tarification par palier peut vite coûter cher. Donc oui, c'est puissant, mais les entreprises devront évaluer la structure des coûts et les risques opérationnels avant de se lancer tête baissée. Et rappelez-vous, ceci n'est que la version préliminaire. La version finale devrait être encore plus performante. Alors que Qwen attirait l'attention avec son monstre à 1 billion de paramètres, Moonshot Intelligence Artificielle, un autre acteur chinois, progressait aussi. C'est la start-up de Pékin qui est apparue sur la scène en mars 2023 et qui a déjà atteint une valorisation de 3,3 milliards de dollars après leur dernière levée de fonds. Ils sont soutenus par Alibaba, Tencent et d'autres grands investisseurs. Leur produit phare est la série Kimi. En juillet dernier, ils ont lancé Kimi K2, qui a aussi franchi le milliard de paramètres, et s'est distingué par ses talents en écriture créative et programmation. Ce modèle open source a rapidement atteint la 8e place au général et la 4e en programmation chez les développeurs Helm Rena. Oh, maintenant ils le mettent à jour. La nouvelle version s'appelle Kimi K20905. C'était le nom divulgué sur leur Discord avant qu'ils n'éditent et retirant les détails. Elle devait être déployée auprès d'un groupe de 20 testeurs bêta, mais le lancement a été retardé à cause de problèmes techniques avec l'interface de programmation d'application. Donc la situation actuelle est un peu floue. Ce que nous savons d'après le post original d'Aspen Chung, l'un des membres de l'équipe de croissance de Moonshot, c'est que la mise à jour offre une fenêtre de contexte beaucoup plus grande, passant de 128 000 à 256 000 jetons. C'est à peu près dans la même catégorie que QVEN 3 Max,
La mise à jour insiste sur l'amélioration du codage tout en préservant la créativité appréciée dans la première version. Ils disent donc qu'il y a moins d'hallucinations, ce qui est positif, mais il y a des limites. Le modèle n'inclut pas de fonctionnalité de raisonnement ou de vision, même si Moonshot a déjà annoncé par le passé qu'il prévoyait de les ajouter. Et contrairement à Qwen, Moonshot est resté assez ferme sur l'open source de leur modèle à long terme. Yan Julin, leur fondateur, a été public à propos de cet engagement, disant qu'ils veulent partager leur savoir-faire technique avec la communauté au sens large pour accélérer les progrès. Il a reconnu que tout ne sera pas ouvert, surtout avec des partenaires, mais la mission essayant de rester le plus ouvert possible. Yang a aussi fait des remarques intéressantes dans un podcast récent. Il a dit que des fenêtres de contexte de 128 000 ou même 256 000 jetons ne suffisent pas. Il estime que des millions de jetons sont nécessaires pour que l'intelligence artificielle résolve les problèmes les plus complexes. Il a aussi précisé que des modèles avancés comme Gemini 2,5 Pro de Google DeepMind disposent donc déjà de fenêtres de contexte de 1 million de jetons. Pour lui, il faut absolument augmenter le contexte. Il a aussi évoqué les lois de l'échelle. Beaucoup de gens se sont demandé si l'époque où il suffisait d'ajouter plus de données et de puissance de calcul pour obtenir de meilleurs résultats touchait à sa fin, principalement à cause du manque de données d'entraînement de haute qualité. Yang a reconnu que c'est un défi, mais il a affirmé que la vitesse d'amélioration n'a pas ralenti. Au contraire, elle s'accélère grâce aux gains d'efficacité. Il a précisé que son équipe utilise déjà K2 pour développer leur prochain grand modèle de base, nommé K3. Donc Google vient tout juste de lancer ce qu'il appelle la plus grande mise à niveau de l'histoire de Chrome. Le navigateur qui domine Internet est en train d'être reconstruit comme un système d'intelligence artificielle avec Gemini directement intégré. L'un des changements les plus marquants est la prise en compte du contexte. Chrome analyse tout ce que vous recherchez, lisez et regardez, apprenant si bien vos habitudes qu'il peut prédire vos envies et répondre comme s'il connaissait déjà vos intentions. Il peut aussi traiter les pages en temps réel, retrouver des sites consultés il y a plusieurs jours et s'intégrer à YouTube, aux cartes et au calendrier. Il bloque les arnaques avant qu'elles ne se chargent, réécrit les mots de passe compromis et ce qui arrive ensuite va encore plus loin. Un agent de navigation autonome capable d'exécuter discrètement des tâches en plusieurs étapes en arrière-plan, n'attendant que votre confirmation finale avant de s'exécuter. Très bien, l'élément central ici est Gemini, le modèle intelligence artificielle de Google désormais intégré à Chrome. Avant, c'était payant et réservé aux abonnés, mais cette barrière n'existe plus. Si vous utilisez Chrome sur Mac ou Windows aux États-Unis avec l'anglais, Gemini est déjà intégré et sera bientôt disponible sur Android et iOS, donc le mobile ne sera pas oublié. Un futur raccourci sur Android permettra d'invoquer Gemini en maintenant le bouton d'alimentation enfoncé. Sur iOS, il sera intégré directement dans Chrome. Alors que fait réellement Gemini dans Chrome ? Eh bien, il ne s'agit pas seulement de répondre à des questions de culture générale. Il lit et comprend la page actuelle. Il compare plusieurs onglets et se souvient des sites consultés la semaine dernière sans que vous ayez à chercher dans l'historique. Disons que vous cherchiez un bureau en noyer il y a quelques jours. Vous pouvez simplement demander à Gemini quel était le site avec ce bureau en noyer que j'ai vu, et il le retrouvera. La conscience du contexte s'intègre à votre navigation et pas seulement à vos onglets. Gemini s'intègre au reste de l'écosystème Google, donc il peut aller à un moment précis d'une vidéo YouTube, ajouter quelque chose à votre Google Agenda ou récupérer des informations de localisation depuis Maps sans que vous ayez à quitter la page sur laquelle vous êtes. Lors d'une démo, quelqu'un a demandé à Gemini d'aller à un moment précis d'une vidéo, ce qui s'est fait instantanément. Il ne s'agit plus seulement de naviguer. Chrome échange désormais directement avec les autres services Google. Cette refonte est présentée comme la plus importante depuis le lancement de Chrome en 2008 et l'entreprise évoque un changement fondamental. Ils disent que le navigateur s'éloigne d'un simple outil passif qui se contente d'afficher des pages pour devenir quelque chose qui comprend le web lui-même, vous aide à en faire plus et vous protège pendant que vous l'utilisez. Parisa Tabriz, l'une des vice-présidentes de Chrome, a même déclaré que cela change fondamentalement la nature de la navigation. Une des principales nouveautés visibles est le mode intelligence artificielle dans l'Omnibox, la barre d'adresse de Chrome. Habituellement, vous saisissez des recherches ou des uniformes Resource Locator courtes. Désormais, vous pouvez poser des questions complètes et complexes. Et vous n'avez même pas besoin de quitter la page sur laquelle vous êtes pour obtenir une réponse. Sur une page produit,
Chrome résume ce que vous voyez et peut suggérer des questions comme la politique de garantie. Ou comparer l'autonomie de la batterie. Déjà en déploiement en anglais aux États-Unis, cela sera étendu à d'autres pays et langues plus tard. Le mode intelligence artificielle sert aussi de lien direct vers ce que Google appelle sa recherche par intelligence artificielle la plus puissante. Vous ne lancez plus seulement des mots-clés sur Google. Vous pouvez poser des questions à volets multiples, demander des précisions et approfondir sans changer de contexte. C'est crucial, car cela fait du navigateur et non seulement du moteur de recherche le lieu où l'intelligence artificielle se trouve. C'est un changement stratégique pour Google, puisque Chrome a toujours été l'entonnoir qui alimente la recherche, et maintenant il devient l'entonnoir pour l'intelligence artificielle. De nos jours, générer du code est facile. Le vrai défi, c'est de s'assurer qu'il est prêt pour la production. Un autre développement majeur arrive bientôt. Google parle de navigation agentique, bien que ce ne soit pas encore totalement en ligne. C'est essentiellement Gemini qui agit comme un véritable agent d'intelligence artificielle. Cela signifie qu'il peut gérer des tâches complexes et les exécuter en arrière-plan. Ils ont cité des exemples comme prendre rendez-vous chez le coiffeur, remplir un panier depuis une liste email ou rédiger un message. L'agent travaille en arrière-plan pendant que vous utilisez le navigateur, réalisant pour vous les clics et le remplissage de formulaires. Mais surtout, il n'effectuera pas d'action irréversible de lui-même. Il n'enverra pas d'email ni ne validera d'achat avec votre carte sans votre accord explicite. Cette idée d'agent n'est pas toute nouvelle. Google avait déjà testé un projet antérieur sous le nom de code Project Mariner. Vous avez sans doute entendu parler de l'opérateur d'OpenAI ou de Claude d'Anthropic pour Chrome. Ils ont expérimenté le même concept. La différence ici, c'est l'échelle et l'intégration. Google parie qu'il peut rendre l'agent Chrome plus fiable et plus natif à l'expérience du navigateur puisqu'il le développe depuis près d'un an. Il travaille à même sur un protocole de paiement agentique appelé AP2 qui pourrait éventuellement permettre aux agents intelligence artificielle de gérer des paiements préautorisés. Ce n'est pas encore disponible, mais on voit bien où cela mène. La sécurité est un autre point clé de cette refonte. Chrome avait déjà la navigation sécurisée, mais désormais Gemini Nano, version allégée de l'assistant, y est intégré. Chrome détecte ainsi plus efficacement les arnaques, comme les fausses fenêtres de support, alertes de virus ou cadeaux. Google affirme qu'avec ses protections alimentées précrises par l'intelligence artificielle, Chrome sur Android à lui seul a réduit d'environ 3 milliards le nombre de notifications frauduleuses ou indésirables chaque jour, et c'est un chiffre énorme. Les autorisations et notifications sont plus intelligentes. Chrome considère désormais vos préférences trop passées et la qualité du site, au lieu de vous solliciter sans cesse pour accéder à la caméra, au micro ou à la localisation. Ainsi, si l'intelligence artificielle estime que vous refuserez une demande, elle l'adapte ou bloque les notifications indésirables. Le but est de réduire les frictions inutiles tout en vous laissant le contrôle. Les mots de passe seront aussi améliorés. Chrome vous alerte déjà si vos identifiants enregistrés ont été compromis, mais bientôt il agira comme un agent de mots de passe. Sur des sites compatibles comme Spotify, Duolingo, H&M ou Coursera, vous pourrez changer votre mot de passe en un clic. Plus besoin de chercher la bonne page de paramètres sur chaque site. Vous appuyez sur le bouton et il fait le travail pour vous. Au-delà des fonctions, il faut se demander pourquoi Google agit ainsi. Chrome a toujours été plus qu'un simple navigateur pour Google. C'est un élément clé de son empire de la recherche. À chaque installation de Chrome, il encourage à choisir Google comme moteur de recherche par défaut. Google a ainsi gardé sa domination sur la recherche. Et le navigateur fournit également à Google des données précieuses sur les utilisateurs pour affiner ses algorithmes de recherche. Cette stratégie a si bien marché que Chrome est devenu le centre d'une affaire antitrust aux États-Unis où le ministère de la Justice propose même une séparation de Google et Chrome. Cela ne s'est pas produit, mais l'examen était bien réel. Aujourd'hui, avec l'essor de l'intelligence artificielle, Google utilise clairement Chrome pour créer le même effet de volant d'inertie pour Gemini que celui qu'il avait autrefois construit pour la recherche. Vous voyez pourquoi c'est important. OpenAI a ChatGPT, Anthropic a Claude, Microsoft a Copilot, profondément intégrés dans Windows et Edge, et tous essayent au Rex d'être la porte d'entrée vers l'intelligence artificielle. Google ne veut pas que Chrome reste simplement une fenêtre passive sur le web, pendant que tous les autres créent encore des points d'entrée à l'intelligence artificielle. En intégrant Gemini dans Chrome à tous les niveaux, de l'Omnibox à vos onglets en passant par la sécurité, cela garantit que le navigateur lui-même devienne la principale porte d'entrée dans l'écosystème d'intelligence artificielle de Google.
Maintenant, pour être juste, certaines de ces fonctionnalités seront mieux accueillies que d'autres. Google fait beaucoup de bruit autour de choses comme commander des courses avec Gemini. Mais soyons honnêtes, ce ne sera pas la fonctionnalité révolutionnaire que tout le monde attend. L'impact réel viendra d'actions discrètes au quotidien, comme une meilleure gestion des onglets, la synthèse instantanée d'articles complexes ou une protection contre les arnaques qui agit en arrière-plan sans que vous le remarquiez. Ce sont ce genre de fonctionnalités qui peuvent fondamentalement changer la façon dont les gens perçoivent leur navigateur. Pour l'instant, tout cela est d'abord déployé aux États-Unis, en anglais et principalement sur les ordinateurs de bureau Mac et Windows. La version mobile arrivera plus tard, les utilisateurs Workspace auront des protections supplémentaires et d'autres langues et régions sont prévues, bien que Google n'ait pas donné de calendrier. Et les enjeux sont élevés. Si Chrome devient le navigateur intelligence artificielle par défaut, alors pour la majorité des internautes dans le monde, Gemini sera leur première expérience avec l'intelligence artificielle. C'est le positionnement que toutes les entreprises de intelligence artificielle recherchent. Google, grâce à la portée de Chrome, est idéalement placé pour réussir, même si ce n'est pas garanti. Les gens pourraient en se résister si les fonctionnalités paraissent intrusives ou gadgets, mais Google mise sur la praticité et la sécurité pour l'emporter. Oui, Chrome évolue en une plateforme intelligence artificielle, votre navigateur sert moins à saisir une uniforme resource locator et davantage à dialoguer avec un assistant capable d'agir pour vous. Mais qu'en penses-tu de ce changement ? Une mise à niveau excitante ou le début de quelque chose que nous pourrions regretter ? Laissez un commentaire, abonnez-vous et aimez la vidéo. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.